Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La nature et vous sur Radio Grand Lac. Découvrir et s'émerveiller, découvrir les mystères de la nature, ses interactions avec le vivant, comment nous l'entretenons. Et nous allons en parler justement avec mon invité Philippe Bobola. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Alors Philippe est en direct mais par téléphone. Et je vais vous présenter Philippe Bobola dans quelques instants. Avant, j'aurais souhaité vous échanger, vous parler. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, vous êtes déjà demandé comment une pomme de pin, un coquillage ou le chou romanesco par exemple peuvent être aussi bien dessinés? Je ne sais pas si vous avez déjà observé leur dessin, c'est quelque chose de fantastique. Il y a ces spirales régulières, ça part du plus petit dessin au plus grand dessin et tout est répété comme à l'infini. Et de même, on le retrouve aussi également avec les fleurs. Alors, par exemple, si on prend la fleur de tournesol, la façon dont elle est dessinée, les pétales sont régulièrement posés. Donc, il y a vraiment comme une magie, un mystère. Et en fait, ils ont tous un point commun. Et le point commun, c'est le nombre d'or, qu'on appelle aussi la divine proportion, qu'on appelle aussi la proportion dorée. Alors, on retrouve également ce nombre d'or au niveau du corps humain et dans plein d'autres choses. Vous seriez assez surpris, même dans les constructions, dans des logos. Mais nous, on va se centrer principalement sur le nombre d'or dans la nature. Comment apparaît-il? Alors, comment est-ce possible? Qu'est-ce que le nombre d'or? Et qu'engendre-t-il dans la création? Donc, pour en parler, nous sommes avec Philippe Bobola. Alors, Philippe est un homme curieux avec un regard pluridisciplinaire pour comprendre la matière, le vivant, le monde et ses interactions. Chacun de ses pas, ses études, l'ont emmené à découvrir et à étudier des disciplines complémentaires pour avoir une vision globale. Philippe, vous êtes physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Vous avez créé plusieurs DU, dont le dernier Peuple traditionnel, de la cosmogonie à la médecine traditionnelle, des DU d'ethnomédecine également. Vous êtes conférencier, vous animez des formations et des ateliers. Alors déjà enfant, vous passiez une partie de votre temps dans la nature et vous aimiez passer du temps à étudier et comprendre le mode de fonctionnement des fourmis. Donc ça augurait déjà un petit peu votre futur, j'allais dire. Et vous me partagiez le propre du mot intelligence. Et l'étymologie du mot intelligence, en fait, c'est de relier les choses les unes avec les autres. C'est aussi cette capacité d'adaptation. Et c'est vraiment votre approche. C'est l'idée de relier les choses entre elles. Mais au-delà de ça, c'est aussi surtout un phénomène que l'on retrouve dans le vivant. Et c'est l'un des socles du vivant. Et le nombre d'or en fait partie. Alors Philippe, qu'est-ce que signifie la nature pour vous? Pour moi, c'est d'abord un plaisir d'être dans la nature. Donc, c'est une sensation de jouissance, d'émotion aussi. Et puis, c'est des interrogations permanentes. Vous voyez, on n'a toujours pas la réponse. Quel est le moteur qui fait monter la sève d'un arbre jusqu'à 120 mètres? Vous voyez, on n'a pas vraiment les réponses. C'est aussi de regarder les géométries, ce que vous avez très bien introduit, c'est-à-dire de la fougère en passant par le tournesol, la marguerite, le pissenlit, le chou romanesco. On s'aperçoit que la nature est géomètre. Et c'est un dialogue qui a eu lieu entre Jean-Pierre Changeux, il est toujours professeur au Collège de France, spécialiste du cerveau, et Alain Cohn, qui était médaille Fields et professeur de mathématiques au Collège de France. Et ils avaient deux visions différentes, ou bien la nature est mathématique, ou bien les mathématiques, c'est le langage que l'homme a créé pour la comprendre. Et cette interrogation, on l'a toujours. On résume ça plus philosophiquement entre une nature platonicienne qui par essence est mathématique, géométrique, et puis ce qu'on peut faire de mieux pour comprendre la nature. Et cette réflexion, à part de Galilée, qui considère que la nature est un grand livre ouvert devant nos yeux, le langage de la nature est fait de cercles, de triangles, dit-il, et autres figures sans lesquelles on ne pourrait rien comprendre et sans lesquelles on avancerait dans un labyrinthe obscur. Donc l'interrogation est toujours présente. Alors, Spinoza considérait que la nature, c'est Dieu,
elle disait, je définis le divin comme un étant absolu, c'est-à-dire une substance constituant en une infinité d'attributs dont chacune d'elles exprime l'éternel et l'infini. Donc il avait un peu assimilé le Dieu à la nature. Et donc, chacun y trouvera une réponse par rapport à sa sensibilité. Est-ce que une forêt, c'est un livre de géométrie? Est-ce que c'est un livre émotionnel? Est-ce que c'est un savoir crypté qu'il faut décrypter? Chacun trouvera à sa façon une façon de relationner avec la nature. Tout à fait. Oui. Avec les botanistes, chacun a sa vision et sa sensibilité, et après on peut les mélanger. Alors justement, le nombre d'or. Qu'est-ce que le nombre d'or? Alors on risque de rentrer, chers auditeurs, je vous le dis, peut-être dans quelques petites considérations mathématiques, mais c'est vraiment pour vous emmener après dans des explications, j'allais dire, enfin, pour pouvoir vous expliquer, vous emmener dans comment est présent le nombre d'or dans la nature. Alors Philippe, qu'est-ce que le nombre d'or? Le nombre d'or, c'est un rapport de proportion. Si on prend une droite de longueur AB et qu'on met au milieu un point C, est-ce qu'il y a un curseur précis pour que le rapport AC sur CB dégage quelque chose? Et donc le nombre d'or intervient quand on veut optimiser des phénomènes acoustiques, par exemple le théâtre d'Épidore, d'ailleurs dû à un architecte Phidias qui a donné au nombre d'or le symbole phi, la lettre grecque phi, avait compris ça puisqu'il fallait une acoustique qui soit particulière, et donc il a fait le théâtre d'Épidore avec un rapport de proportion qui a amené le son à être optimisé. Donc, si on prend les plantes, il faut qu'elles captent la lumière du soleil. Cette lumière du soleil peut être entravée par les feuilles qui sont disposées sur les tiges. Et quelle est la meilleure façon de disposer les feuilles sur une tige? Évidemment. Et donc on s'aperçoit qu'elles sont disposées de façon à avoir un angle qu'on appelle l'angle de divergence qui se rapproche du nombre d'or, de façon à optimiser et limiter les interférences que les feuilles peuvent faire entre elles. Alors on peut trouver une valeur numérique à ce nombre d'or qui est 1,618, et un mathématicien, Léonard de Pise, dit Fibonacci. Léonard de Pise, c'était son nom de l'époque, Fibonacci, c'était son nom civil, a trouvé un moyen de concrétiser d'un point de vue numérique ce nombre d'or avec une suite. Une suite est une série de chiffres et de nombres. Et il a ainsi trouvé la suite de Fibonacci. Donc, on part de 1 et 1 et on en fait la somme. On a 2. Si vous voulez avoir le prochain terme, vous faites la somme de 2 et de 1. Donc, à chaque fois que vous avez un terme supplémentaire, vous faites la somme des 2 termes précédents. Ce qui fait que cette suite, si on la déploie, ça fait 1, 1, 2, 3, 5, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, etc., etc. Et plus vous êtes loin dans la suite et que vous faites le rapport de 2 termes successifs, le plus élevé sur le plus petit. Par exemple, si vous faites 55 sur 34, vous tendez vers le nombre d'or. Et donc, si vous faites encore plus loin dans la suite, 144 sur 89, vous allez affiner, et la valeur numérique du nombre d'or, c'est 1,618. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, c'est 1 plus la racine carrée de 5 divisé par 2. Et alors justement, ce nombre d'or, donc quand on fait son rapport, on le retrouve dans la nature. Et par exemple, si on prend le coquillage, supposons, ou la pomme de pin, pour rester dans nos régions, la pomme de pin. Ça veut dire que la spirale que l'on retrouve dans la pomme de pin, les différents les différentes petites palmes de la pomme de pin, elles sont posées d'une façon régulière, et si on faisait le rapport au fur et à mesure, ça donnerait 1,618, où elles suivent la courbe de Fibonacci ou... Non, ce qui se passe, c'est que par exemple, on va le présenter comme ça.
Vous prenez une pomme de pin, vous avez des spirales. Donc, il y a une figure qui s'impose, c'est la spirale qu'on retrouve sur la coquille d'escargot, les animaux qu'on trouve dans les océans, les nummulites. Donc, c'est une spirale qu'on appelle dorée, ou une spirale logarithmique qui utilise pour sa progression le nombre d'or. On a dit de la spirale que c'était le vertige de la rotation et le désir de l'expansion. C'est à la fois un mouvement annulaire et avec une translation rectiligne. Donc, vous pouvez imaginer que la spirale, si vous partez d'un point, vous allez la déployer à l'infini. Vous pouvez partir de l'infini pour revenir à un point. Et à chaque fois que vous progressez, vous allez créer une sorte de cercle ouvert. Et quand vous prenez le centre du point de départ, vous avez un rayon. Si vous avez une deuxième boucle, vous avez un deuxième rayon et le rapport des deux tend vers le nombre d'or. Et donc, dans la pomme de pin, on va trouver, par exemple, 5 spirales qui tournent dans un sens inverse de l'aiguille d'une montre et 8 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on dit que les spirales sont dites lévogyres et dextrogyres. Elles sont dites dextrogyres quand elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, lévogyres quand elles tournent en sens inverse. Par exemple, on constate que dans la marguerite, on trouve 34 spirales qui tournent dans un sens, 55 en sens inverse. Pour les pissenlits, c'est 13, 21. Et à chaque fois, vous retrouvez les chiffres et les nombres de la suite de Fibonacci. C'est-à-dire 34, 55, 13, 21. Ces deux nombres successifs de la suite de Fibonacci. Mais alors, c'est quand même incroyable parce que bon, ça, c'est au niveau des végétaux, mais on le retrouve aussi au niveau des animaux. Les fourmis, oui, bien par sûr, exemple, les cornes. Oui, bien sûr, les bouquetins, tout ce qui est, on le retrouve dans l'eau, si vous voulez, la spirale. C'est une figure, nous sommes dans une galaxie, la Voie lactée, qui a une forme spiralée. Donc, c'est ce qu'on appelle des figures archétypales. Vous voyez, le cercle donne l'impression d'un éternel mouvement. On revient éternellement par où on est parti. La spirale, il y a un côté ascendant, c'est une spirale dynamique. Et donc, il y a les historiens d'art, notamment René Huyghe, qui ont beaucoup étudié dans l'art baroque l'utilisation de la spirale, qui est une forme de figure dynamique, alors que le cercle est une figure statique. Mais on retrouve le nombre d'or, comme vous l'avez signifié, chez l'être humain. Par exemple, quand un bébé arrive au monde, le nombril sépare en deux parties pratiquement égales la hauteur qui va du nombril à la tête et du nombril au pied. Et quand on grandit, ça va tendre vers le nombre d'or, c'est-à-dire que la hauteur du nombril au sol sur la taille totale de l'être humain tend vers le nombre d'or. On va même affiner. On va considérer que la hauteur qui va du nombril à la tête, c'est 1 divisé par phi, 1/618. Et la hauteur qui va du nombril jusqu'au pied, c'est 1 divisé par 618 par 618. Et donc, on retrouve ça dans les canons de la beauté grecque. Dans le théâtre des Victor, par exemple, pour reprendre, il y avait 2 séries de gradins qui comportaient soit 21 marches en 34 marches. Donc, vous voyez, on retrouve les termes de la suite de Fibonacci. On trouve aussi le nombre d'or dans la pyramide de Gizeh, même si ça a donné lieu à des polémiques. Donc, est-ce que les anciennes civilisations se sont rendues compte que ce nombre intervenait dans la nature et ils ont voulu faire des œuvres humaines qui ressemblaient à la nature, d'où l'utilisation du nombre d'or? Alors, le nombre d'or est un nombre dit irrationnel, c'est-à-dire que, comme pi, c'est 314, 159, puis ça va à l'infini. On ne veut pas le résumer à un rapport de 2 nombres entiers, qu'on appelle un rapport de nombres rationnels. Donc, Luca Pacioli, qui est à l'origine de l'expression la divine proportion, puisqu'il va écrire un livre en 1509 qui sera illustré par Léonard de Vinci, et il va considérer que le nombre d'or est unique, donc ça le rapproche du divin. Il régit, comme la Sainte Trinité, un rapport entre 3 termes. Voilà. Et comme Dieu, c'est toujours semblable à lui-même, ce rapport. Il considère que l'infini, c'est ce qui caractérise le divin. Donc, le nombre d'or est rapproché du divin. Et puis, on le retrouve dans l'esthétisme, notamment dans le Pentagone,
Et vous savez que dans les solides platoniciens, on a des pentagones, notamment dans le dodécaèdre. Donc pour ces raisons, il avait appelé le nombre d'or la divine proportion, c'est-à-dire une proportion qui nous rehausse au niveau divin. Mais il y a chez l'homme, on a une molécule que tout le monde connaît, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est fait d'un langage très simple. Ce sont des molécules chimiques qu'on appelle des nucléotides. La thymidine, l'adénine, la guanine et la cytosine. Et on s'est rendu compte que dans l'enchaînement de ces lettres, pour l'ADN humain, c'est 3,7 milliards de paires de bases, puisque c'est une double hélice. On retrouve encore la notion d'hélice, mais toutes deux tournent dans un même sens. Eh bien, on trouve la suite de Fibonacci avec des résonances simples, c'est-à-dire sur 89 nucléotides, on va trouver, par exemple, 55 fois la base thymine associée à adénine, guanine, cytosine. On a des birésonances, c'est-à-dire on trouve toujours si on prend 49 nucléides, deux bases successives, TC, associées à AG, et des métarésonances comme combien de fois vous trouvez la thymine associée à la cytosine dans un segment donné. Donc en fait, à chaque fois, ce que vous voulez dire, c'est qu'à chaque fois, sans rentrer trop dans les termes techniques, il y a un rapport qui nous ramène dans le rapport des éléments de l'ADN, il y a des éléments leur rapport nous ramène à chaque fois à la gènes, de Fibonacci. Dans l'enchaînement des compositions des gènes, vous avez le nombre d'or. Donc déjà, c'est embêtant parce que ça met en l'air les OGM, les organismes génétiquement modifiés, dont un des postulats, c'est que l'enchaînement de toutes ces nucléotides n'obéit pas à un ordre. Donc normalement, on insère un génome étranger dans un génome d'accueil au petit bonheur la chance. C'est pas une technologie maîtrisée. Et puis la deuxième chose, si le nombre d'or est associé à une optimisation du monde vibratoire, ça veut dire que l'ADN, dans ses multiples fonctions, a une fonction vibratoire. Alors la notion justement vibratoire, Philippe, on va en parler après la pause, parce que là on rentre dans une dimension bien plus spirituelle, j'allais dire. À tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, on se retrouve donc pour votre émission La Nature et vous, et nous sommes en direct par téléphone avec Philippe Bobola. Philippe Bobola qui est physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, et qui a un regard pluridisciplinaire pour comprendre la matière, le vivant, le monde et ses interactions. Nous étions en train d'échanger sur le nombre d'or qu'on retrouve quasiment partout dans la nature, par exemple pommes de pin, coquillages, fleurs, mais également dans le corps humain, l'ADN, nos proportions à nous. Et on peut le retrouver du micro au macro. Alors justement, nous étions en train de parler de la... Oui, tout va bien. Il y a un deuxième bruit, visiblement. Philippe, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. D'accord. Très bien. Il y a un bruit de fond, en fait. Est-ce que... Ah voilà, ça y est. Peut-être, je reviens. Oui. Alors, et je continue. Donc, nous avions parlé, là, nous allons aborder, plutôt l'aspect vibratoire, puisque en fait, il y a quand même quelque chose d'incroyable, qu'on retrouve ce nombre d'or un petit peu partout, à la fois dans les alvéoles construites par les abeilles, à la fois au niveau des végétaux, dans notre corps humain. Et en fait, tout ceci a aussi inspiré l'architecture et nombre de constructions. Alors, il y a un élément vibratoire aussi dans cette apparition du nombre d'or. Donc, Philippe, ce nombre d'or, on le retrouve du micro au macro. Donc, du plus petit au plus gros. Oui, on le retrouve, il y a des expériences qui ont été menées sur une chaîne de molécules. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes, comme une corde. Le niobiate de cobalt, et on s'est rendu compte que quand on bombardait cette chaîne avec des neutrons, il y avait un phénomène de résonance. Alors, peut-être on va essayer de définir la résonance. Une onde, qu'est-ce que c'est ? C'est un sommet, un creux, un sommet, un creux. Imaginez deux ondes en interférence qui vont interagir entre elles. Vous voyez bien que ça dépend comment la deuxième onde est positionnée vis-à-vis de la première. Si la première est positionnée exactement au niveau du sommet, la somme des deux ondes donne une onde d'amplitude double, l'amplitude étant la hauteur du sommet.
Et le creux sera double, le sommet sera double et le creux sera double. Si on met un creux en face d'un sommet, ça s'annule. Ça s'appelle une opposition de phase, alors que la première figure, c'est une interférence constructive, une onde en résonance. Et donc, quand on a bombardé par des neutrons cette chaîne de Niobiot avec des champs magnétiques pour l'orienter, on s'est rendu compte qu'il y avait des réponses en fréquence, et la réponse de 2 fréquences successives tendait vers le nombre d'or. Donc, on trouve le nombre d'or au niveau microscopique, on le trouve dans notre monde, qu'on appelle le monde mésoscopique. Méso, en grec ancien, ça veut dire entre les deux. Et puis, on le retrouve au niveau macroscopique, au niveau des planètes. Et donc, c'est les travaux de Jean-Marie Souriau, qui était un mathématicien. Les planètes ont des périodes, donc par exemple, Mercure c'est 88 jours, Vénus c'est 225 jours, la Terre c'est 365 jours, donc je vais pas vous faire toutes les périodes. On va finir par Mars. Mars c'est 1 an et 10 mois. Et quand on fait le rapport de 2 périodes associées à 2 planètes, il y a un phénomène de résonance qui peut être perturbant. Et on s'aperçoit que quand le rapport des 2 périodes de rotation de 2 planètes successives tend vers le nombre d'or, il y a un minimum de perturbation. Un petit peu comme les plantes, quand on met des feuilles sur une tige, il faut qu'elles se perturbent le moins possible. Évidemment, si elles se font de l'ombre, il va y avoir une perturbation de la captation de lumière, donc de la photosynthèse sera perturbée. Donc en fait, de toute façon, on voit bien les feuilles quand elles sont proches de la lumière, elles vont s'orienter. Donc ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ces feuilles, par exemple, elles vont bouger de telle façon à ce que pouvoir respecter l'autre feuille, pour que l'autre puisse capter la lumière. Elles sont déjà posées sur un nœud. Elles sont déjà posées sur un nœud. Et justement, l'énigme, c'était comment. C'est une progression, comme on dit, spiralée alternée. C'est-à-dire quand vous prenez une feuille et que vous essayez de retrouver la position de la feuille première, vous allez engendrer un certain nombre de tours pour retrouver 2 feuilles superposées, et vous allez engendrer un certain nombre de feuilles. Et on se rend compte que ça suit la suite de Fibonacci. Et alors justement, là, pour les planètes, leur rotation, si elles ont aussi un impact sur... si on prend juste la Terre, l'humain, les végétaux, le vivant sur la Terre, il y a un impact en fait. On dit bien qu'il y a un impact de la Lune, il y a un impact des planètes sur nous aussi, en suivant la rotation. Donc ce serait dû à cela, en fait, justement. Disons que les planètes, quand elles gravitent autour du Soleil, elles tournent autour de l'ensemble. C'est-à-dire chacune, en gravitant, tourne autour d'autres planètes, et il peut y avoir des perturbations. Donc c'est ce qu'on appelle des instabilités du système solaire. Et on s'est rendu compte que quand on prend 2 planètes pour l'ensemble du système solaire, c'est plus difficile. Si le rapport des 2 périodes planétaires tend vers le nombre d'or, il y a un minimum de perturbations. Donc le nombre d'or semble être une constante, on va dire, pacifique, qui essaye de perturber le moins possible l'interaction. Et donc ça, ce serait si on prend les feuilles, voilà. Ce serait dû au champ vibratoire. Et finalement, ce champ vibratoire ou ce minimum de perturbation, ça amène à une certaine forme, j'allais dire, d'esthétisme, d'harmonie plus exactement, puisqu'on le retrouve, si je prends les ruches, il y a quelque chose... Alors, en fait, c'est juste pour amener sur ce phénomène vibratoire, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable aussi dans la construction, en fait. Parce que si on prend les bâtiments, la façon dont c'est construit, si c'est construit suivant le nombre d'or, ça va aussi émettre un champ vibratoire différent, bien sûr, et harmonieux. En fait, on va avoir de l'harmonie. C'est ça pour nos yeux. C'est un rapport esthétique harmonieux, optimisé. Et donc, dans les ruches d'abeilles, on trouve l'hexagone. Donc, l'hexagone est une figure intéressante. Et en fin de compte, l'hexagone capte l'information, et le pentagone la réémet. Et cet hexagone, on le retrouve également dans un 4e état de l'eau qui a été découvert par Pollack, Gérald Pollack. Quand on met de l'eau dans un récipient,
l'eau qui est en contact avec les parois du récipient va prendre une forme particulière. On appelle ça la zone d'exclusion. Donc, vous allez avoir sur une petite longueur uniquement de l'eau. Tout ce qui n'est pas aqueux est chassé. Donc, on va avoir sur une zone des charges négatives et tout ce qui est en dehors, ça sera chargé positivement. Et ça crée une batterie. Et il se trouve que l'eau, quand elle est dans la zone d'exclusion, est organisée en hexagone, en nid d'abeilles, en couches superposées. Il y avait même, Marcel Volier avait créé un oscillateur à cire d'abeille qui permettait de capter les ondes qui circulent et avec des électrodes, on pouvait dynamiser l'eau et diluer sous forme colloïdale des oligo-éléments. Voilà, c'était le condensateur Marcel Violet. Mmh. Donc, la nature a sélectionné des formes qu'on appelle archétypales. La spirale en fait partie, l'hexagone, le pentagone, puis vous avez tous les solides platoniciens, le cube, le tétraèdre, l'octaèdre, l'isocaèdre, le dodécaèdre. Et c'est pas un hasard. Il se trouve que ces figures sont capables d'optimiser les informations reçues pour les redistribuer. La vie, c'est recevoir et réémettre. Donc voilà, l'abeille est une prêtresse du soleil puisqu'elle est vraiment, sa vie est dictée par le soleil. Hein. Les butineuses vont chercher le nectar qu'ils ramènent. Il y a même une danse qui a été étudiée et découverte par Karl von Frisch. Et c'est une forme de communication qu'on appelle la danse frétillante. Donc ça, comment dirais-je, ça n'a pas échappé à des mathématiciens de voir que la géométrie de l'univers n'était pas choisie par hasard. Mais alors... De même, vous voyez, quand de l'eau s'écoule, vous allez avoir des formes spiralées. Et Schauberger, qui était un garde forestier, mais plus qu'un garde forestier, c'est ce qu'on appelle en allemand des philosophes de la nature, avait compris qu'une truite, par exemple, quand elle veut remonter un torrent, il lui faut une énergie considérable. Donc elle va au centre d'un vortex, donc une forme spiralée. Et à ce moment-là, dans une spirale, on ramène tout au centre. L'énergie, si vous voulez, qualitativement, on va pas faire de la mécanique des fluides, mais c'est ramené au centre. Et il y a une force d'antigravitation, presque de lévitation, ce qui lui a amené à distinguer les technologies de l'implosion. On ramène l'énergie au centre, et de l'explosion où l'énergie part du centre. On pourrait dire que les technologies de l'implosion sont des technologies centripètes, et les technologies de l'explosion sont des technologies centrifuges. Et donc, la forme spiralée a été choisie par l'élément liquide, fluide. Il suffit de regarder, c'est à la fois esthétique quand vous voyez un vortex se former, et c'est efficace, c'est une façon de dynamiser l'eau. Mais parce que cette divine proportion, je veux dire, son nom est quand même, enfin, vous l'expliquez en préambule au début de l'émission, ça émet quelque chose. Donc, est-ce que vous avez, enfin, pour vous, d'où ça vient? Parce que c'est vraiment toujours cette grande question. Comment se fait que l'univers ait pu créer autant de choses à ces mêmes proportions et qui suivent, par exemple, la courbe de Fibonacci ou qui se construisent en fonction du nombre d'or? Paul-Adrien Maurice Dirac, qui était un physicien théoricien, prix Nobel en 1933, disait: je peux simplement dire que Dieu est un grand mathématicien et qu'il a choisi des mathématiques sophistiquées pour créer le monde. On va dire que le grand architecte est mathématicien. En tous les cas, on a fait des expériences. On a mis des gens devant des édifices qui sont construits au nombre d'or, ils se sentent mieux. Voilà. Donc on peut dire qu'un objet à 3 dimensions interagit avec les ondes ambiantes et sélectionne des ondes qui sont plus ou moins agréables. Donc ça nous amène à abandonner le matérialisme au profit d'un post-matérialisme, c'est-à-dire, par exemple, l'ADN, elle a une forme en double hélice avec une composition bien précise, et son but, ça a été découvert par Fritz Albert Popp, c'est de transformer une lumière incohérente. Alors une lumière incohérente, c'est votre ampoule qui vous éclaire, elle va dans toutes les directions, et le laser, c'est un rayonnement cohérent.
au lieu d'avoir de multiples directions qui entraînent une dispersion, vous ramenez tout à une seule direction. C'est la raison pour laquelle le laser délivre une énergie très élevée du fait que le rayonnement est hautement cohérent. Et là aussi, la forme de l'ADN, sa composition a été choisie pour transformer une lumière incohérente en une lumière cohérente. Ce qui fait que les cellules communiquent également en s'envoyant des messages lumineux. Une cellule malade perd sa cohérence, donc vous voyez, il y a un ordre géométrique de la nature dont la compréhension s'éclaire quand on envisage que la matière est au service de la lumière. Sachant que la lumière, c'est une onde aussi. Donc, oui, bien sûr, la lumière, c'est une onde. On a plein d'ondes. Le monde, la chaleur, c'est des infrarouges. Vous avez des ondes cosmiques, des ondes issues du soleil, qu'on appelle le rayonnement solaire. Vous avez des champs magnétiques qui sont aussi des ondes. Vous avez des champs électriques, des champs électromagnétiques ou la lumière. La vie s'est structurée autour de ces champs qu'on appelle des champs physiques. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est intéressant, quand la nature fabrique une molécule, elle la fabrique de façon à respecter une règle qu'on appelle la règle de chiralité. Chiros, en grec ancien, c'est la main. Donc, mes deux mains, si vous essayez pour nos auditeurs, vous pouvez les superposer quand elles sont face l'une à l'autre. Mais si vous les mettez de façon à avoir les deux paumes de main dans la même direction, vous pouvez pas. Les deux pouces sont opposés. La nature fait des molécules. Par exemple, les sucres sont dextrogires, c'est-à-dire quand on envoie une lumière polarisée, c'est-à-dire une lumière dirigée dans une direction bien précise, elle va être déviée vers la droite, Et pour les protéines, c'est vers la gauche. Et l'homme, quand il fabrique des molécules, c'est un mélange de dextrogire et de lévogire. Et il faut enlever la mauvaise chiralité. C'est ce qu'on appelle la discrimination chirale. Et c'est assez intéressant, c'est de voir que la nature, elle a su réaliser ce mélange de lévogire et de dextrogire, mais de façon harmonieuse. Alors que chez l'homme, quand vous avez un mélange dextrogire-lévogire, ça diminue l'efficacité de la molécule fabriquée en éprouvette. Alors que la nature, elle a décidé d'optimiser. Donc si la nature a pris soin de fabriquer des molécules qui sont dextrogire ou lévogire, ou les deux, ou lévogire, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que il y a une information dans le vivant qui doit être respectée, c'est l'information vibratoire. Les cellules communiquent en s'envoyant de la matière. Tout le monde connaît les hormones, les neuromessagers, c'est-à-dire les hormones du cerveau d'une certaine façon. Mais elles communiquent également par des vibrations. Et donc les cellules, si on enlève cet élément vibratoire, on a du mal à comprendre pourquoi la nature a choisi certaines formes. La nature a choisi ces formes pour optimiser l'échange vibratoire. Est-ce qu'on peut considérer qu'on retrouve ça aussi entre êtres humains ? Puisque finalement, il y a une sorte d'organisation de cellules dans l'être humain. Donc quand on rencontre soit des végétaux ou des animaux, enfin du vivant en général, est-ce qu'il y aurait une organisation qui s'effectue entre deux vivants, en fait, j'allais dire, et du coup une résonance? Il y a une résonance qui se fait, c'est ce que disent d'une certaine façon les chamans quand ils disent la plante m'a dit. Leur corps énergétique dans un état de conscience modifié est rentré en interaction avec le corps énergétique de la plante et il y a un transfert d'informations. Donc les corps énergétiques sont différents, puisque c'est l'évolution. Le minéral a un corps énergétique, le végétal a un corps énergétique, l'animal a un corps énergétique. Donc tous ces corps énergétiques qui sont le résultat de l'évolution, quand on se rend compte, c'est un échange de corps énergétiques. Et donc de vibration. D'interaction. D'interaction, et de vibration. Très bien, Philippe. On pourrait continuer. Je pense qu'il y aurait encore d'autres émissions puisque c'est vrai qu'on retrouve, et comme vous l'avez dit, aussi dans les constructions au niveau architecture. Et ça a des effets. On parle aussi bien de géométrie sacrée qui est justement entre autres basée sur le nombre d'or. Alors, Philippe, on peut le retrouver de différentes façons. Déjà, voilà, votre site internet, Philippe, quel est-il ? Alors, tout attaché, unitédusavoir.com. Vous y trouverez des conférences et puis
mes interventions. Donc, je ferai près d'Annecy à Mettey une conférence sur le double quantique, un travail théorique que j'ai fait, mais qui débouche sur quelque chose de pratique. C'est-à-dire, on pourrait résumer ça, comment contrôler son avenir plutôt que de le subir. À quelle date est-ce ? Alors, c'est 19 et 20 février à Mettey. Vous trouverez tous les renseignements sur... avril, pardon. 19 et 20 avril à Mettey, le double quantique. 19 et 20 avril. Sur l'unité des savoirs. L'unité des savoirs, vous trouverez donc où s'inscrire, etc. pour ceux qui sont intéressés. C'est 2 jours de formation dont le but, c'est de sortir de cette formation en ayant compris les lois du temps et les utiliser au mieux, les optimiser un peu comme le nombre d'or. Très bien. Bon, voilà, ça c'est pour les auditeurs du territoire. Il y aura un moyen de rencontrer Philippe Bobola. Sinon, vous n'hésitez pas à aller sur son site et découvrir ses différentes conférences. Philippe, je vous remercie. Merci à vous. C'était passionnant. Et pour les auditeurs de Radio Grand Lac, à 18h15, vous retrouvez le Grand Bain de l'écho présenté par Benjamin qui reçoit Pascal Barcella, président de Savoie Expo. Et nous nous retrouvons tout bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.